Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Djoliba TV News, la première chaîne d'information du Mali, et dans votre émission Djoliba Focus aujourd'hui qui va s'intéresser à un secteur clé en tout cas de notre développement, à savoir l'éducation. Nous allons entretenir avec notre invité du jour sur la thématique, à savoir l'impact de l'éducation dans le développement socio-économique. Notre invité, en tout cas, est un entrepreneur chevronné qui réside depuis quelques années du côté de la France et qui aujourd'hui est dans le cadre de l'ouverture de la bibliothèque sociale est dans nos locaux pour nous parler justement de cette initiative, mais aussi de nous parler de son concept qu'il a mis sur les fonds baptismaux. C'était depuis 2017. Il s'agit de Arcar Concept. Notre invité, vous l'aurez compris, est le fondateur justement de ce concept Arcar Mali. C'est Arcar Concept. Il s'agit de Soumaïla Adjakité. Monsieur Adjakité, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Traoré. Bienvenue à vous, Monsieur Adjakité. Merci. Alors, je disais tantôt, M. Soumaïla Djakité, vous êtes un entrepreneur qui réside en tout cas en France depuis quasiment quelques années de cela. Oui. Vous êtes au Mali aujourd'hui dans le cadre de l'inauguration de la bibliothèque sociale, Exactement. laquelle bibliothèque existe en tout cas de façon virtuelle, on va dire ainsi, depuis quasiment 2022. Oui. Et c'est tout simplement le week-end dernier que vous l'avez inauguré. Mais d'ores et déjà, M. Soumaïla Djakité, vous allez nous parler de votre structure, Arcar Concept. Arcar Concept, c'est quoi? En quoi vous évoluez, M. Djakité, dans ce Arcar Concept? D'accord. Merci beaucoup à vos téléspectateurs. Merci à tous. Donc, moi, c'est M. Djakité Soumaïla. Je suis le fondateur de l'agence Arcar Concept, qui est une agence de communication. La communication est notre action de base, mais comme j'aime à le dire, nous sommes finalement une structure hybride, c'est-à-dire entre plusieurs secteurs d'activité. Nous sommes toujours dans la quête de développer des projets innovants et toujours dans la prise en compte d'un contexte, d'une sphère, d'un territoire. Je pense que ce qui manque aujourd'hui à la plupart des acteurs locaux, c'est justement la prise en compte des réalités des territoires. Donc voilà pourquoi j'aime à le dire, nous sommes une agence de communication qui crée, qui met en avant, qui valorise des projets innovants qu'on personnalise à un contexte, à un territoire. D'accord, Arcar Concept, on a donc compris, une agence de communication, et Oui. c'est dans cette optique que vous vous êtes lancé dans le e-commerce. Comment cela se passe aujourd'hui au sein de Arcar Concept? Exactement, comme je l'ai dit tout à l'heure pour rebondir sur ce qui vient d'être précédemment dit, moi je vois toujours le monde dans un contexte. Quand on sort du contexte, finalement on dénature quelque chose. Pourquoi nous avons lancé une boutique en ligne? Je suis moi-même passionné de mode. Au sein de l'agence de communication, on a une marque de vêtements qui habille les femmes, les hommes et les enfants. Au début de l'aventure, nous avons voulu tester en fait plusieurs choses. Comme j'aime à le dire, nous sommes un peu comme dans une sorte de laboratoire au sein de Arcar Concept. On mijote des choses, on associe des choses. Donc, nous avons voulu associer la mode, principalement la mode africaine, qui est souvent mal représentée ou sous-représentée en Occident, en France. Et nous avons voulu l'associer justement à cet outil magnifique qui est Internet. Ça va permettre de faire découvrir nos savoir-faire à l'échelle internationale et ça va également être une vitrine de la culture parce que la mode, c'est une culture, c'est un mindset, c'est une occasion, c'est une rencontre, c'est une interaction, c'est même finalement une séduction. Donc nous avons voulu mettre en avant toutes ces dimensions-là de l'Afrique sur Internet, sur l'outil Internet, d'autant que nous partons du constat à la fin des années 2010 de la fermeture de beaucoup de boutiques sur le territoire d'Amiens, là où je suis. La plupart des grandes boutiques, elles arrivaient à résister, mais les petites boutiques, notamment en centre-ville, le cœur des territoires, ça fermait beaucoup parce que le loyer est trop cher, parce que souvent les jeunes étaient en train de passer à une autre mode de consommation. Donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas toujours associer le numérique, tout ce qui est numérique, digital, à finalement notre interaction avec la vie quotidienne, comme s'acheter des vêtements, s'habiller ou faire finalement des achats, consommer tout simplement. C'est dans cette base et dans cette optique que
nous nous sommes intéressés au e-commerce qui commençait à avoir le vent en poupe, qui commence à être développé un peu partout et dans quasiment tous les secteurs d'activité. Et nous ne regretterons pas cette activité-là ou ce projet parce que ça nous permet justement toujours de valoriser la mode africaine. Rien qu'en 2025, nous avons fait la foire de Paris, l'une des plus grandes foires d'Europe et qui a fait un pic d'accueil, notamment cette année-là, avec 400 000 visiteurs inscrits. Donc un projet qui a commencé en 2007. Quand on regarde un peu notre itinéraire et quand on regarde derrière, nous nous rendons compte que finalement, ces intuitions-là étaient avérées, étaient légitimes et nous en sommes là aujourd'hui. Et nous allons participer pour la deuxième fois à ce nouveau village qui s'appelle le village des talents d'Afrique, qui met en avant des créateurs de mode, des artistes africains, etc. D'accord, donc depuis sa création, que de chemin parcouru. Hein. Exactement. Alors, en parlant de mode, vous avez dit, vous avez lancé votre propre marque de vêtements. De vêtements. Peut-être que les téléspectateurs auraient souhaité, en tout cas, vous voir dans une de vos marques, ou encore le présentateur que je suis, habillé, en tout cas, à votre marque. Alors, votre marque, comment se le procurer? Alors, pour vous le procurer, il y a deux manières. Okay. Il y a la manière classique qui est la boutique en ligne, qui est principalement axée sur l'Occident, l'Europe, etc. Mais on peut aussi commander, comme je l'ai dit, à l'international, où qu'on soit. Et il y a également la mode, je dirais, mixte, c'est-à-dire on va sur la boutique en ligne, on voit un peu notre panier, on fait notre panier, et après vous pouvez nous contacter par mail, notamment à travers les mails qui sont sur le site internet en question, et nous on s'occupe de la logistique pour vous faire parvenir votre colis. Très bien. Et effectivement, j'aurais pu m'habiller en Arcar, mais je me suis dit que je voulais un peu changer et me fondre dans la masse. Dans la masse, très bien, voilà qui est bien dit. Alors oui, depuis sa création, quelles ont été les grandes activités? Vous avez rappelé tantôt la foire de Paris à laquelle vous avez participé, vous vous acheminez à participer à la au second lancement. Alors, quelles sont les grandes activités que Arcar Concept a réalisées depuis sa création? D'accord. Vous avez attiré mon attention tout à l'heure en introduisant la question autour de Arcar Concept. En fait, Arcar Concept, c'est le prénom de ma maman. Donc, c'est un prénom affectif que mon grand-père a donné à ma maman. Donc, Arcar comme le nom de ma maman, son nom de jeune fille, on va dire. Et Concept comme justement quelque chose qu'on conçoit, quelque chose qu'on crée avec une certaine vision et avec une certaine direction. Donc, pour ne rester que sur le volet de la mode, parce qu'on fait énormément de choses. Voilà pourquoi j'ai dit la communication est notre action de base, mais on fait des actions satellites autour. Donc, pour ne rester que dans le volet mode, je suis fier d'avoir habillé par exemple Madame Rokhaya Diallo, l'activiste noire, l'une des activistes les plus suivies de France et même d'Europe, voire des États-Unis. Donc, nous l'avons habillée sur le plateau de David Pujadas. Elle a porté le modèle, par exemple, Aïgué, qui porte également le nom de l'une de mes tantes. Nous avons participé en fin 2024 à la Road Africa Parade, qui était un défilé. C'était notre tout premier défilé, où on a accueilli quand même des critiques mode, des journalistes et des personnes assez influentes dans la mode au niveau de Paris et en France. Nous saluons également nos consommateurs, des gens qui nous font confiance et qui nous donnent leur argent, car la confiance vaut mieux que tout, pour ne citer que ceci. Très bien. Alors, on va s'intéresser à un autre volet, en tout cas lié aussi à Arcar, car on peut dire la bibliothèque sociale est sortie des entrailles, on va dire ainsi, de Arcar Concept, une bibliothèque qui existait depuis quasiment 2022. Et c'est, en tout cas, le week-end dernier que son inauguration a eu lieu, et c'était, en tout cas, à Bamako ici, c'était en tout cas sous l'œil vigilant de notre reporter maison, Oumar Koïta, que nous vous demandons de suivre avec nous, mesdames et messieurs. À Bamako, la promotion de la lecture prend un nouvel élan. Le jeune entrepreneur Soumaïla Diakité a procédé ce samedi 14 février 2026 au lancement de sa bibliothèque sociale dénommée Modibo et Kadiatou. Située à Bako-Dikoroni Golf, en commune 5 du district de Bamako, son ambition est claire, démocratiser l'accès aux livres et renforcer la culture de la lecture.
C'est un projet sociétal qui s'inscrit dans le cadre du développement durable, qui s'inscrit également dans les 17 obligations de développement durable des Nations Unies. Donc cette bibliothèque sociale a pour objectif de rapprocher, de créer du lien entre tous les citoyens, quel que soit leur âge et quelle que soit leur appartenance, avec le livre, en créant des événements et des programmes et même des actions ou des initiatives tout autour du livre. Par exemple, parmi les actions sociales phares autour de la bibliothèque sociale Modibo Kadiatou, il y a l'armoire solidaire Sira Touré, qui porte le nom d'une tante à moi, qui nous donnait tout le temps à manger pendant que nous étions étudiants. En France, je ne sais pas cuisiner, je ne sais rien faire du tout, mais elle me donnait tout le temps à manger. À l'intérieur, des ouvrages pour adultes, mais aussi des livres destinés aux enfants. Objectif, faciliter leur accès au savoir dès le plus jeune âge et encourager l'amour de la lecture. Aujourd'hui, la bibliothèque compte plus de 1000 livres divisés en une trentaine de sections. Donc, il y a des livres pour enfants, des livres pour les jeunes, des livres pour adultes et des livres pour s'épanouir, des livres pour s'évader. Lors de la cérémonie d'inauguration, un panel a réuni plusieurs experts des domaines de l'éducation et de la formation. Face à eux, un public diversifié, composé notamment d'élèves et étudiants. Les échanges ont porté sur la nécessité de créer une synergie entre culture, éducation et lecture. Un débat enrichissant, salué par les participants. L'objectif visé, c'était de faire ressortir, si vous voulez, l'importance de la lecture dans l'éducation de la nouvelle génération et dans l'avènement d'un nouveau Mali, un Mali que nous appelons de tous nos voeux, appelé Mali Croix. L'initiative est une aubaine. Si elle n'existait pas, il fallait la créer. C'est avec fierté que nous voyons notre fils inaugurer un tel centre. Et nous souhaitons que cette initiative soit pérennisée et qu'elle ouvre la voie à d'autres encore plus belles. Au Mali, l'entrepreneuriat n'est pas une activité, disons, qui est promue parce que voilà, il y a une phobie, une peur derrière ça. Et aujourd'hui, il est plus que nécessaire, n'est-ce pas, de trouver les vases et moyens pour ramener en tout cas la jeunesse à la lecture, aux fondamentaux. Avec la bibliothèque Modibo Kadiatou, Soumaïla Diakité entend faire du livre un outil d'inclusion sociale et de transformation communautaire. Une initiative qui pourrait inspirer d'autres actions en faveur du savoir au Mali. Voilà, la bibliothèque Modibo Kadiatou est donc inaugurée, c'était en tout cas le week-end dernier, et c'était à Bamako. Oui, monsieur Diakité, c'est une nouvelle corde qui vient, en tout cas, que vous venez d'accrocher à Arcar Concept. Exactement. Je vous remercie beaucoup pour cette question et pour le reportage que j'ai eu plaisir à suivre. Depuis hier, on est aux anges à la maison, tout le monde est content, les papas, les mamans, la famille. Vraiment, merci à vous. Effectivement, comme je l'ai dit, Arcar Concept, c'est un peu comme un laboratoire d'idées. Donc, nous essayons d'observer la société, vraiment, de voir les vrais besoins des citoyens sur un territoire donné, finalement sur plusieurs territoires, vu que moi, je dirais, à cheval entre le Mali et la France. Et on essaie de voir comment en fait on peut contribuer au rayonnement des territoires à travers l'épanouissement des citoyens, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe. C'est comme ça que cette idée a commencé à germer dans mon esprit, d'autant que je suis moi-même un lecteur. Donc j'adore la lecture, j'ai toujours lu et je pense que sans la lecture, je ne serais pas arrivé à ce niveau-là. Donc je me dis qu'il faut que je mette en place quelque chose qui m'a servi moi au service de toute la communauté. Et autant commencer par le meilleur pays du monde pour moi, le pays qui m'a vu naître, le Mali. Et on se rend compte aussi, étant maintenant de plus en plus sur le terrain, que c'est une idée reçue quand on dit que les Maliens n'aiment pas lire. Je pense que la lecture ou le savoir en général, c'est un peu comme la nourriture ou c'est un peu comme une discipline. La personne peut avoir peut-être des attitudes réfractaires au début, mais en le lui amenant sous diverses formes,
sous divers apparats, avec des artefacts autour, la personne peut finir finalement par se découvrir une passion pour cela. Je ne suis pas né forcément avec l'amour de la lecture, mais c'est au fil des expériences humaines que j'ai fini par développer cette attitude-là. Et cela transpire dans toutes les décisions de ma vie et dans toutes les dimensions de mon être. Car finalement, le livre nous apprend à réfléchir 2 fois plus vite que les autres. Il nous apprend à avoir une profondeur dans la pensée, une vivacité d'esprit. Donc moi, je pense que la lecture a encore de beaux jours et le livre n'est pas mort. Donc c'est pour ça que ce projet de bibliothèque, qui n'a pas forcément commencé là où on l'a inauguré, mais qui a suivi un tas de chemins, souvent tortueux, souvent tranquilles, jusqu'à arriver au résultat actuel. Voilà, dans un espace assez cocooning, assez bon enfant. Finalement, même on s'y sent un peu comme chez soi. Donc ça a été vraiment un travail énorme. Je salue d'ailleurs là mon équipe pour cela. C'est des femmes et des hommes qui travaillent dans l'ombre et qui font de la bibliothèque ce qu'elle est. Vraiment, merci à tous. Je ne vais pas dire de nom pour ne pas vexer ou pour ne pas frustrer, mais vraiment merci à toute l'équipe qui a fait un travail de maître. Donc la bibliothèque, elle est située à Bakwadjikoroni Golf, près de Mikasa, et tout proche d'une boutique qui s'appelle Empereur Boutique. Donc c'est vraiment dans un coin assez stratégique de Bamako, facilement repérable. Tout ça dans l'objectif de rendre facile l'accès du livre avec la population. Et nous travaillons sur des petits projets, des petits programmes à taille humaine, de proximité, justement pour leur faire aimer justement la bibliothèque et leur faire découvrir cette passion-là pour le livre. Très bien. Alors, c'est vraiment une passion qui vous a amené à ce niveau aujourd'hui. Nous vous en remercions, vous félicitons pour ça. Merci. Alors, une bibliothèque sociale, en quoi cette bibliothèque, M. Diakité, est-elle différente des bibliothèques ordinaires que nous avons sur la place? D'accord. Elle est différente des autres bibliothèques tout simplement parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Traoré, cette bibliothèque vient de mes tripes en fait. Et comme ça vient de mes tripes, il y a une partie de moi là-dedans. Et je suis quelqu'un qui voit toujours les choses d'un angle, comme je l'ai dit, de telle manière à contextualiser la chose. Et en général, quand on arrive à faire ça, on finit par savoir où on va et on finit par toucher les gens, je dirais. Je suis vraiment reconnaissant du travail mené par l'équipe, par les collaborateurs, par les médias. À la fin de la soirée, après moult circonstances, on s'est rendu compte qu'on a quand même accueilli dans l'espace d'une villa plus de 150 personnes. Ça veut dire que la communication a bien marché, on a su toucher les gens. Comme je l'ai dit, ça veut dire que le livre n'est pas si mort que ça. Pourquoi on est différent des autres? Parce que nous amenons le livre sous des formes finalement assez innovantes. La bibliothèque, nous l'avons conçue pour proposer un service de bibliothèque classique, c'est-à-dire un homme, une femme qui va s'inscrire dans une bibliothèque pour emprunter des livres parce qu'il aime la lecture. Donc, on s'adresse à ce public classique de littéraires, de lecteurs, de personnes passionnées par les lettres. Maintenant, nous sommes dans un monde culturel aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'Instagram et de TikTok, donc nous avons voulu imaginer un décor assez créatif, un décor assez attractif pour attirer également d'autres types de lecteurs. C'est-à-dire ces lecteurs-là qui ne sont pas forcément des premiers lecteurs, des personnes qui aiment forcément la lecture, mais qui sont attirés par finalement tout ce qui est touristique, tout ce qui est nouveauté. Voilà, les jeunes, notamment en particulier, ils aiment découvrir des nouveaux endroits sur le territoire, des endroits pour dire chill si on veut. Et donc, on a conçu la bibliothèque pour être justement un endroit assez accueillant où on peut faire des photos Instagram. Je dirais que même c'est une bibliothèque Instagrammable. C'est-à-dire qu'il y a un bon décor où on peut aller prendre des photos, des shootings. Notamment, voilà, c'est un service qui s'adresse finalement aux personnes qui sont un peu dans le monde de l'influence, etc. Et pourquoi pas lier les deux finalement. Être un féru de lecture et être aussi un passionné de lifestyle, etc. Et nous voulons également toucher finalement d'autres consommateurs
qui n'ont rien à voir avec les citoyens, c'est-à-dire des acteurs, notamment culturels. La bibliothèque peut servir d'agence de résidence d'écriture pour les artistes. Elle peut servir de décor de film. Maintenant, nous qui sommes à l'extérieur, nous voyons de plus en plus que le cinéma malien se développe, non seulement à l'extérieur vis-à-vis de la communauté malienne, mais aussi de la communauté francophone, moi je dirais. Et moi, je me suis dit que je ne dois pas rester sur le banc de touche. Il faut que je propose quelque chose aux cinéastes, aux réalisateurs, qui pourront introduire des décors, justement, qui renvoient à cette image d'un Mali nouveau, d'un Mali qui lit, d'un Mali qui se cultive, pas que des clichés, en fait. Donc, on a essayé d'imaginer tout ça. Et l'espace qui est assez modeste devient finalement une sorte de Tetris qu'on peut jongler à sa guise pour en faire ce qu'on veut. Il y a un open space pour des entrepreneurs qui souhaitent, par exemple, faire des réunions délocalisées dans un cadre calme, idéal, assez décoré, assez finalement créatif. D'accord. Alors, vous réjouissez tantôt, M. Diakité, de la masse, en tout cas ce monde qui a pris part à l'inauguration de la bibliothèque sociale, mais aussi de tous ces efforts que vous avez dit consentir, en tout cas pour essayer d'embellir un peu l'espace afin de le rendre encore plus attrayant. Alors, est-ce que vous pensez que ces mesures sont suffisantes dans un monde où les gens, je pense qu'un des intervenants a parlé de la phobie, en tout cas des livres, voilà, les gens fuient les livres quasiment, surtout dans un pays où les gens n'ont même pas le temps pratiquement de lire. Est-ce que ces efforts, quel mécanisme avez-vous mis en place, en tout cas avec votre équipe, pour en tout cas faire venir les gens découvrir cet espace-là afin de le rendre encore plus vivant? Je remercie M. Traoré pour cette question, finalement, qui m'amène dans l'approfondissement de ce que je viens de dire tout à l'heure. Effectivement, tout ce que je viens de dire, c'était la forme, parce qu'il faut attirer par la forme. À partir de là, nous avons également mis en place des projets, des actions, des initiatives qui nous différencient, pour moi, des autres bibliothèques, à savoir par exemple un projet que j'affectionne particulièrement et qui a été cité dans le reportage, c'est l'armoire solidaire Sira Touré. Cette armoire solidaire est une idée que j'ai importée lors de mon ancien contrat de travail, en fait, parce que je suis aussi salarié et entrepreneur. C'est le projet du frigo solidaire. Donc, compte tenu de nos moyens rudimentaires pour le moment, on ne peut pas parler de frigo solidaire, mais l'armoire solidaire est là justement un peu comme une bonne maman qui nous offre de la nourriture, qui nous offre des produits d'hygiène, qui nous offre de quoi être bien tout simplement. C'est-à-dire que c'est un petit espace dans la bibliothèque qui permet à vous comme à moi d'aller déposer, selon nos moyens, de la nourriture sec, des produits alimentaires conservables pour d'autres personnes qui sont dans la précarité. Et tout ça finalement dans l'anonymat. On ne va peut-être même pas forcément se croiser parce que, comme dit l'adage, quand on donne quelque chose à quelqu'un, il faut le lui donner en respectant sa dignité. Peut-être la personne va se sentir épiée, tout ça, elle ne va pas prendre, mais la bibliothèque étant ouverte à tout le monde, les généreux pourront donner à la hauteur de leurs possibilités aux personnes qui sont dans le besoin. Cela va également créer du lien et ça permet surtout de lutter contre la précarité alimentaire qui existe dans tous les pays du monde. La preuve, je l'ai vu en France et j'ai voulu importer ce système qui est encore assez innovant au Mali, mais qui va pousser justement les Maliens à entrer dans une autre dynamique, la dynamique du don entier, du don sincère, du don qui n'attend pas forcément quelque chose en retour. Et dans ce cadre-là, je salue l'un de nos partenaires qui est l'entreprise Soutoura, développée par les sœurs Drabo. C'est une entreprise de fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables et lavables. Donc, dès qu'on les a parlé du projet, elles ont été tout de suite séduites et elles nous ont offert 50 packs gratuits. Donc, ces packs-là sont justement dans l'armoire solidaire. Et c'est grâce même à notre collaboration avec elles qui nous a permis en fait de nous dire, finalement, c'est une armoire solidaire qui était à la base destinée qu'aux produits alimentaires, mais on peut choisir aussi 1 ou 2 compartiments réservés qu'aux produits d'hygiène, notamment justement pour lutter contre la précarité menstruelle des femmes ou des jeunes filles. On sait que c'est un fléau. Ça empêche certaines jeunes filles de poursuivre leur scolarité, d'autres de se rendre correctement au travail. Donc, c'est souvent des sujets, je dirais même tabous,
qui méritent d'être mis sur la table pour accompagner justement, toujours dans un cadre, un contexte territorial, les hommes et les femmes pour leur épanouissement. Donc je dirais rien que ça, notre bibliothèque est différente des autres bibliothèques parce que nous sommes toujours à la recherche d'initiatives solidaires avec et par les citoyens du territoire, pour faire de cette bibliothèque-là un lieu de vie au-delà de sa fonction classique qui est que l'emprunt ou l'échange du livre. Très bien. Monsieur... Et je tiens à souligner que l'armoire solidaire est totalement gratuit. C'est vraiment du don. Je vais donner ce que je peux et je reçois en fonction de mon besoin parce que je n'ai pas les moyens d'accéder à, tout simplement. Très bien. Monsieur Diakité, vous nous permettez, on va carrément changer de registre. On sait que vous êtes un entrepreneur expérimenté. Vous résidez en France, même si vous faites la navette, vous l'avez dit, entre Bamako, entre le Mali et la France aujourd'hui. Oui. Parlez-nous-en, monsieur Diakité, un jeune entrepreneur. Aujourd'hui, ce n'est pas quand même évident, l'entrepreneuriat. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas évident du tout. Mais je pense que pour cela, il faut une bonne passion, une bonne dose de passion, une bonne dose de volonté, un bon entourage, c'est important. Il y a aussi le facteur, certains l'appelleront chance, d'autres l'appelleront destin, mais il y a ces rencontres fortuites aussi qui nous aident à toujours nous améliorer, qui nous aident à passer d'un cap à un autre. Donc, moi qui suis, justement, comme on a changé de registre, formateur et accompagnateur dans le cadre de développement de business, que ce soit en France ou au Mali, je dirais que je rencontre franchement des pépites auprès desquelles j'apprends énormément, même si c'est moi qui les accompagne. Donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à mon cas, il faut que ça sorte des tripes. Quand ça sort des tripes et qu'on est cohérent avec soi, transparent et que notre discours sort du cœur, on finit forcément par toucher les gens. Très bien. Alors, vous êtes spécialisé dans le développement territorial. Oui. En quoi ça consiste le développement territorial, M. Diakité? D'accord. Alors, le développement territorial, pour ne le dire qu'en quelques phrases, c'est la mise en place de programmes, d'actions, d'initiatives par l'ensemble des acteurs d'un territoire pour finalement répondre aux besoins des citoyens. Car qui que nous soyons, finalement, c'est le citoyen qui est la destination finale de la vitalité d'un territoire. Que nous soyons directeurs d'un établissement, que nous soyons maires, que nous soyons conseillers municipaux, que nous soyons écoliers, élèves, etc., finalement, nous sommes un citoyen. Et donc, le développement territorial prend en compte les besoins en tenant compte de la démographie, de l'espace, le temps, la géographie, l'histoire, la culture, les forces finalement vives d'un territoire, ainsi que ses faiblesses, et mélanger tout ça pour créer finalement une réalité, je dirais, supportable pour ceux qui y vivent, une réalité perfectible, car nous sommes toujours dans une dynamique d'évolution, et une réalité inclusive, c'est-à-dire que c'est par tout ce que nous faisons vivre une cité. Donc, je dirais que le développement territorial, c'est tout ça. Et à partir finalement de cette définition assez philosophique et complexe, je vais embrayer en fait sur ce qui est finalement le développement territorial, c'est le développement de la mobilité, c'est l'optimisation par rapport à notre rapport à l'énergie, c'est comment penser à mettre en place des programmes d'accompagnement des projets menés par les jeunes, menés par des entrepreneurs, comment vieillissent nos aînés et comment les accompagner justement dans cette période-là où ils ont tout donné pour la collectivité et comment la collectivité peut justement les accompagner. Est-ce qu'il y a de plus en plus finalement de personnes âgées sur un territoire? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des centres ressources pour ces personnes-là? Est-ce que ces personnes sont délaissées, etc. Comment mettre en place des politiques d'accompagnement des jeunes foyers, etc. Donc, finalement, le développement territorial, le management territorial prend en compte les réalités vives que nous rencontrons tous sur un territoire pour que personne ne soit laissé sur le banc de touche et pour faire de ce lieu un lieu où il fait bon vivre, où il y a la sécurité et où il y a l'épanouissement. Très bien. Alors, beaucoup de jeunes comme vous aspirent en tout cas à aller vers l'entrepreneuriat, sauf qu'ils se posent la question, parce qu'on a quand même tenté souvent de comprendre que pour entreprendre, il faut forcément
des moyens, il faut quand même un fonds de départ. Est-ce que entreprendre, c'est forcément ça? Est-ce qu'il faut avoir ce qu'il faut pour démarrer, ou bien est-ce qu'on a besoin de trucs minimum, ou bien c'est juste les idées qui suffisent pour en tout cas se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, je dirais que il faut un peu de tout ça en fait. Il faut un peu de fond. La personne qui va venir vous dire qu'on peut entreprendre à partir de zéro, je pense que c'est des chimères. On a commencé plus ou moins notre entrevue en parlant de certaines thématiques, notamment les thématiques de Internet. La preuve, Arcar Concept est une agence de communication qui utilise l'outil numérique, le digital, pour créer de la valeur et des projets. Justement, l'un des mauvais côtés d'Internet, c'est souvent des personnes qui semblent avoir des recettes toutes faites et qui viennent vous les vendre en vous disant que vous allez passer, comme on le disent les jeunes aujourd'hui, de zéro à millionnaire ou de zéro à euro. Ce n'est pas vrai. Donc, soit on travaille, on fait preuve d'intelligence financière, on met de l'argent de côté, on investit, soit on a autour de nous des personnes capables d'investir en nous parce qu'elles croient en notre potentiel, parce qu'elles nous font confiance, soit, comme certains aiment à le dire, on a eu un héritage colossal qui finalement qui nous permettent de jouir d'une certaine somme d'argent ou d'une certaine richesse qu'on peut directement intégrer dans un projet. Mais sinon, le facteur argent est un facteur très crucial. Donc, il ne faut pas le négliger du tout parce que c'est un facteur qui vous fera gagner du temps. Et le temps est l'un des trésors les plus inestimables pour un entrepreneur. Bien entendu, il faut aussi la connaissance, d'où le fait que nous, on forme les gens, on accompagne les gens, on coach les gens. Et il faut finalement aussi une certaine ambiance parce qu'on est le reflet des gens qui nous entourent pour voir toujours plus grand, pour évoluer et pour finalement être une référence, pourquoi pas, sur son territoire. J'insiste, moi, toujours sur le côté contexte et finalement une référence dans le monde. Et c'est tout à fait possible aujourd'hui où que nous soyons. Cela a été rendu possible grâce à, finalement, à la mondialisation, à l'outil Internet qui a redistribué toutes les cartes. Il ne tient qu'à nous finalement de prendre notre destin en main. D'accord. Alors, Jacques, tout au long de notre entrevue, nous n'avons parlé que de développement économique, social. Oui. Mais alors, revenons à notre thématique du jour, à savoir l'impact de l'éducation dans le développement économique, socio-économique. Oui. En quoi l'éducation est-elle importante dans le développement socio-économique? Moi, je dirais que finalement, l'éducation, elle résume inopinément tout ce qu'on vient de dire en fait. Car quand on a la connaissance, on sait où on va. Et quand, de manière micro et macro, on a une certaine dose de connaissance, ça nous permet finalement d'être dans une sorte de symphonie pour aller plus vite, tous ensemble. Et moi, de ma petite expérience, c'est ce que j'ai vu justement en Europe et c'est ce que j'essaye à ma petite échelle de ramener comme trésor, comme valeur dans mon pays, mon cher Mali. C'est-à-dire que l'éducation, c'est la sensibilisation, c'est l'accompagnement, c'est le coaching, ce sont ces masterclass-là, c'est le fait de mettre au courant, en fonction de leur langage et de leur bagage, un individu ou un groupe d'individus sur des thématiques, sur des réalités, sur des trajectoires, sur des projets, sur le court, moyen et long terme, dans un contexte, dans l'espace et le temps toujours, pour ne pas, en fait, finalement se perdre. Et donc, dans cette dynamique-là, moi, je pense que l'éducation, c'est la base de tout. On peut amener le meilleur projet du monde. Si on n'éduque pas les gens à ce projet, c'est peine perdue. On peut avoir le meilleur projet pour un territoire, une structure. Si on n'arrive pas à faire adhérer les gens à cela, c'est qu'il y a une forme d'éducation, c'est peine perdue. Donc, je pense que l'éducation, c'est la base de tout ça. Et pour finalement accéder à l'éducation, il y a l'école, il y a la famille, mais il y a aussi ce que mes professeurs, en tout cas, nécessaire de nous dire, il y a ce côté personnel, apport personnel à sa propre éducation. C'est-à-dire aimer lire, apprendre le savoir, savoir pas pour savoir, mais savoir pour appliquer, savoir pour en faire une philosophie de vie, savoir pour transposer de la théorie à la pratique, moi je dirais. Donc je pense que finalement, le monde est éducation. Comme on a l'habitude de dire que le monde est mathématique, je dirais que le monde est éducation. Peut-être parce que je suis familialement déformé, étant fils d'une enseignante qui a également été directrice et qui est maintenant à la retraite.
je ne peux que défendre les couleurs de l'éducation parce que l'éducation nous permet de savoir. C'est un peu comme le dessin animé Kirikou en fait. Kirikou avait cette avance-là sur les autres enfants parce que Kirikou savait. Et c'est parce qu'il savait qu'il a finalement pu sauver tout un village et même sauver, entre guillemets, la méchante sorcière d'elle-même en fait. Donc le savoir n'a pas de prix. Le savoir, c'est le début, c'est le milieu, c'est la fin pour moi. Très bien, c'est ce qu'il faut retenir de cet entretien avec M. Diakité. Nous sommes quasiment à la fin, ça va très vite. Hein? Votre mot de la fin, M. Diakité, sur Maïla. D'accord. Merci, M. Traoré, pour cet accueil. Vous m'avez mis à l'aise et ça m'a permis d'être plus expressif. Donc, merci beaucoup à vous pour ça. Je tenais à remercier les téléspectateurs de Djoliba et je tenais à remercier ma famille, mes parents, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs et toutes ces personnes-là qui me suivent dans l'aventure Arcar Concept, toutes ces personnes auprès desquelles je n'arrête pas de me plaindre, de fatiguer tout le temps. Depuis l'étape où personne n'y croyait jusqu'à maintenant, bon, on commence à se dire, en fait, finalement, il en a dans le ventre, en fait. Parce que là, il commence à nous sortir quelque chose qui est concret, qui est palpable. Donc, merci beaucoup à vous. Je tiens également à dire à la jeunesse malienne qu'elle est belle, elle est créative, elle est capable. Et le meilleur reste à venir pour moi. Merci vraiment. D'accord, le meilleur reste à venir. Hein. Ce sont les mots de M. Soumaïla Diakité. Et ce sont ces mots, en tout cas, d'espoir, empreints d'espoir, que nous allons refermer sur Djoliba Focus. Je rappelle que nous avions comme invité Soumaïla Diakité, il est le fondateur de Arcar Concept, qui vient en tout cas de lancer tout récemment sa toute nouvelle bibliothèque, la bibliothèque sociale qui est située en plein cœur de Bamako, dans les quartiers Golf, c'est à Bako-Djoukroni. Vous pourrez faire un tour en tout cas pour découvrir en tout cas toute cette beauté, hein, en tout cas non seulement du contenu mais aussi en tout cas le décor qui est là. Et nous osons croire que vous serez régulièrement de la partie pour découvrir en tout cas d'autres facettes, en tout cas, de nos écrivains, parce que les écrivains aussi, il ne faut pas qu'ils écrivent vainement, disons-le ainsi. Donc, s'ils écrivent, c'est pour nous qu'ils écrivent. Il faut qu'on aille découvrir, en tout cas, ce talent aussi de nos auteurs. Et merci à vous de nous avoir suivis. Gros clin d'œil à toute l'équipe de la leçon dirigée par Augustin Echoubi, Youssouf Sangaré, Mourlaï Touré, Lamine Koulibaly. Merci infiniment au directeur délégué Kwasi Ouzan et à Oumar Koïta. À très vite sur Djoliba TV News dans d'autres Djoliba Focus. Merci, au revoir. Merci.